Plus économique qu'un séjour à l'hôtel, louer une villa séduit chaque année nombre de familles et groupes d'amis. Les mois précédant l'été, les annonces pour les locations saisonnières fleurissent ainsi sur les sites de particulier à particulier. Mais dans ce flot d'offres se cachent des arnaques. Une annonce a attiré notre attention. 120 mètres carrés, 4 chambres, un salon moderne, une grande piscine et un jardin arboré, avec vue sur la mer. Le tout pour seulement 1 400 € la semaine. Hormis ce bas prix, tout a l'air normal. Le loueur donne même son numéro, son nom et demande la signature d'un contrat. La villa proposée se situerait en Corse, à 5 km de Porto Vecchio et 5 minutes des plages de Cala Rossa. Soleil et farniente assurés, de quoi séduire de nombreux vacanciers, comme Christelle, Alain et leurs 3 enfants. Il y a 3 mois, ils ont réservé la villa pour les 2 premières semaines d'août. Pour bloquer la réservation, ils ont versé 600 € d'acompte. Mais il y a 2 jours, à leur arrivée sur l'île, le ciel de leurs vacances s'est subitement assombri. Et pour cause, au numéro 13 de cette route, en lieu et place de la maison, un terrain vague. Voilà ce qu'auraient dû être nos vacances. Le numéro 13, route de Cala Rossa, censé être une villa paradisiaque. Voilà, il n'y a rien. Enfin, si, il y a le maquis. Les vacances de la famille sont gâchées, mais le couple espère au moins récupérer l'acompte qu'il a versé. Bonjour, vous êtes bien en communication avec la gendarmerie nationale. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Alors ce matin, plutôt que de profiter de la plage, ils vont porter plainte. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Le couple expose la situation à l'enquêteur. Leur histoire ne le surprend pas. Vous êtes bien sûr loin d'être les seules victimes. À cette adresse même, au 13 route de Xora, il y a déjà 2 plaintes de recueillies. Mais vous, là, concernant cette affaire, vous pensez qu'il y a espoir de trouver le coupable? Alors, l'avantage, c'est que l'on passe par des références bancaires. Donc, automatiquement, il y aura une personne physique associée à ce compte-là. Et cette personne devra se justifier. Parce qu'il se peut que, éventuellement, cette personne puisse servir encore d'intermédiaire. Oui, et qu'on puisse rebondir encore sur d'autres personnes. On a une sorte de pyramide, en fait. Et puis, au fur et à mesure, on va remonter jusqu'à son sommet. D'accord. Grâce au RIB fourni aux victimes pour le paiement des acomptes, les gendarmes espèrent remonter jusqu'à l'escroc. Nous avons nous aussi enquêté sur ce faux propriétaire et vous verrez que son arnaque est particulièrement bien orchestrée. Crise ou pas, les Français sont les Européens les moins enclins à sacrifier leurs vacances. En 2013, près de 2 sur 3 sont partis en été. Mais ils ne sont pas prêts pour autant à dépenser des fortunes. Résultat, les professionnels du tourisme low cost pratiquent la surenchère. Circuit tout compris à l'étranger, location de villas de rêve, emplacement dans des campings modernes. Désormais, les séjours à moins de 400 € la semaine par personne sont légion. Comment font-ils pour proposer de tels tarifs? Que cachent de telles offres? Vous voulez que j'arrête de fumer? Pourquoi? Nous avons passé une semaine en Turquie via un tour opérateur. Un marathon en bus ponctué d'escales gastronomiques. Les œufs sur le plat déjà préparés, caoutchouteux. Mais surtout de séances de shopping obligatoires où les touristes sont bercés par des arguments commerciaux mensongers. J'ai des centaines et des centaines de modèles, des milliers de pièces. Des pièces qui appartiennent à des très grandes marques en Europe. Nous avons également suivi un groupe d'amis. À 18 ans, ils ont travaillé toute l'année pour s'offrir un séjour au camping. Mais triste coup du hasard, leur établissement leur a réservé une avalanche de mauvaises surprises. À leurs yeux, on n'est rien de plus que des clients qui brassent du fric. Voilà, ça fout un peu les boules, mais bon. Entre publicité mensongère et mauvaise foi, les vacances ultra low cost peuvent laisser un goût amer. Enquête sur la face cachée de ces séjours à prix cassé. Ça ne vous regarde pas, c'est clair? Et moi, j'ai réservé... Christelle et Alain sont victimes d'une arnaque à la location. Ils ont versé 600 € d'acompte pour une villa fantôme. Dans l'urgence, ils ont dû trouver un autre logement. Par chance, un 3 pièces était disponible dans une petite résidence à quelques kilomètres. En haute saison, cette aubaine a un prix, 1 400 € la semaine, soit autant que pour la maison de leurs rêves. Voilà, pour toute la résidence en fait.
Et donc on aurait dû avoir une piscine, certes, beaucoup moins grande, mais pour nous tout seuls. Nous, ce qu'on veut, c'est être notre tranquillité, être seul dans une maison avec la piscine, pas forcément être... Sinon, on partirait en camping-club ou en hôtel-club si on voulait partager des choses comme ça. Christelle et Alain comptent beaucoup sur l'enquête de la gendarmerie pour récupérer leur argent. Mais à Porto Vecchio, les gendarmes ne sont pas les seuls à traquer l'escroc. Car l'arnaque ne porte pas uniquement préjudice aux vacanciers floués. En effet, la villa de rêve existe bel et bien. Dissimulée par le maquis, elle est située au 16 de la fameuse route, à quelques centaines de mètres du terrain vague correspondant au 13. Serge en est le véritable propriétaire. Vous avez une piscine qui est assez grande, avec une nage à contre-courant, la balnéo. Donc c'est un peu de fraîcheur après la plage et la cohue de Porto Vecchio, quoi. Des prestations haut de gamme proposées à prix cassé par l'escroc, jusqu'à 7 fois moins que la valeur locative réelle. En effet, depuis des années, Serge loue sa maison via un site spécialisé. L'escroc y aurait copié l'annonce afin de la proposer ensuite lui-même sur d'autres sites. On s'en est rendu compte de façon tout à fait par hasard. C'est parce qu'une personne victime, une des premières victimes de l'escroquerie, voyant la différence de prix, elle s'est doutée qu'il s'agissait d'une escroquerie et elle nous a contactés par le biais du second annonceur. C'était il y a un mois. Pour Serge, pas question de se laisser faire. Ça avance tes recherches, Caro. Avec l'aide de sa fille Caroline, il décide de s'occuper personnellement de l'affaire. J'ai décidé donc de contacter moi-même l'escroc par téléphone, ce que j'ai fait un matin à 6 h du matin. Donc je suis apparemment sorti du lit et donc je lui ai dit je suis bien chez... Et il me dit oui, pourquoi? Je lui dis c'est toi. Alors il me dit mais comment ça se fait, on ne se connaît pas et vous me tutoyez? Je dis oui, tu ne mérites pas que je te vois, je te tutoie. Il me dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis mais c'est l'histoire de l'escroquerie à la villa de Porto Vecchio. Et je lui dis tu as vraiment commis une grosse bêtise là, parce qu'un de ces 4 matins, quand tu vas sortir de chez toi, le ciel va te tomber sur la tête. Et puis j'ai raccroché. Les menaces de Serge ont-elles suffi à effrayer l'escroc? Qui est-il? Comment procède-t-il exactement? Pour le savoir, nous répondons à son annonce, toujours en ligne. Seulement 2 jours plus tard, nous recevons une réponse. Nous vous confirmons la disponibilité de notre villa pour la 2e quinzaine d'août. 6 juin, le contrat ainsi que mes coordonnées bancaires pour le virement de l'acompte. Vous m'enverrez le contrat dûment rempli et signé, ainsi que l'attestation du virement. L'homme nous demande un virement pour l'acompte. Nous lui proposons de lui remettre physiquement la totalité de la somme en cash. Mais impossible d'obtenir un rendez-vous. Quelques jours plus tard, nous retournons à Porto Vecchio. Nous tentons de joindre le loueur. La sonnerie indique qu'il est à l'étranger. Nous le poussons à se dévoiler. Je suis à Porto Vecchio et je ne trouve pas le numéro 13. Vous ne retrouvez pas la villa, mais c'est bien l'adresse que je vous ai envoyée. Il n'y a pas de 13. Ça veut dire quoi? Et vous êtes là, actuellement? Je suis là, oui. Pour le week-end. J'ai demandé aux voisins, ils ne savent pas où c'est. Je suis vraiment désolé. Si vous êtes vraiment intéressé, c'est de faire la compte et... Bah, j'ai l'impression que la villa n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Je vous ai envoyé. Et si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez laisser tomber. Vous ne commencez pas à me tomber dans les... Ça veut dire quoi? Je suis intéressée, mais je ne trouve pas la villa. Mais comment vous allez me dire que la villa n'existe pas? Vous commencez pas à m'énerver. L'homme nous raccroche au nez. Mais moins de 15 minutes plus tard, nous recevons un email qui ne manque pas d'humour. Vous aurez mon RIB en cas de litige. Vous pouvez donc, en cas de problème, ce que je ne souhaite pas, porter plainte. Je ne suis pas ce genre de personne qui arnaque les gens. Je n'ai pas que ça à faire à mon âge. Pourtant, un vrai RIB peut être associé à un faux nom. Il n'atteste donc en aucun cas de la bonne foi du loueur. Nous n'aurons plus aucune nouvelle du faux propriétaire. Mais de retour à Paris, nous obtenons l'adresse d'un homme. Un intermédiaire présumé qui serait chargé de recevoir l'argent des victimes avant de le transférer à l'escroc.
Nous lui rendons visite en caméra cachée. Bonjour, je suis journaliste et je fais un reportage sur les arnaques à la location saisonnière. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce qu'en fait, mon enquête m'a amené à vous. L'homme est mal à l'aise, mais feint de ne pas comprendre. Nous lui donnons alors des noms et des détails précis sur l'arnaque. Son discours change. Je vais prendre contact avec ma copine. C'est-à-dire? C'est très compliqué. C'était une femme qui l'embauchait pour passer des annonces. Moi, je l'aidais de temps en temps à passer des annonces et après, on s'est rendu compte que la femme en question lui a fait passer de fausses annonces. De villa encore? De villa encore, voilà. Une fausse annonce. D'accord. Et vous, pourquoi vous avez donné votre RIB? Votre compte? Il y a de l'argent qui a été déposé sur votre compte? Oh mon Dieu, je fais que les annonces. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Moi, je vous dis là que la vérité. Parce que j'ai pas envie d'avoir trop de soucis. Il y a beaucoup de familles du coup qu'on porte plainte, donc... Nos questions inquiètent l'homme qui n'en dira pas plus et mettra fin à notre échange. Mais depuis notre rencontre, la fausse annonce de la villa a disparu du site internet. Christelle et Alain, quant à eux, attendent toujours les résultats de l'enquête des gendarmes, qui seraient sur la piste d'un réseau. À la fin de notre tournage, pour la seule maison de Porto Vecchio, le nombre de plaintes avait dépassé la dizaine. Pour éviter d'être floués par des particuliers, certains préfèrent s'en remettre à des agences professionnelles. Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un soir de juin. Nous nous envolons pour la Turquie et rejoignons ainsi le million de touristes français qui a visité le pays en 2012. Un succès dû aux offres très attractives de circuits tout compris. Pour attirer les touristes économes, certains tours opérateurs proposent en effet des séjours au cœur de la Turquie traditionnelle à des prix excessivement bas. Que se cache-t-il derrière de tels tarifs? Nous avons choisi une semaine en petit déjeuner pour 350 € par personne, en refusant le supplément pension complète à 200 €. Notre complice, Jean-Pierre, spécialiste du tourisme depuis 25 ans et auteur d'un guide de conseils pour bien voyager. Nous jouerons un couple de jeunes mariés. Après 4 heures de vol, à bord d'une compagnie low cost, nous atterrissons à Antalya, une station balnéaire réputée. Mais nous ne verrons pas la mer ce soir. Quand nous arrivons à l'hôtel, il est 2 heures du matin. En guise de bienvenue, pas de boisson, mais une petite assiette de loukoum que nous n'avons même pas le temps de déguster. Laissez-le valise ici. On parle à cette avec les valises. Désolé. Nos vacances commencent donc par une nuit de 4 heures à peine. Heureusement, la chambre d'hôtel est spacieuse et semble jouir d'une belle vue dégagée. Mais le lendemain, avec les premiers rayons du soleil, nous découvrons un énorme chantier, rythmé par un balai de tracteurs. Mais pas le temps de nous lamenter, le moteur du bus chauffe déjà. Pour rejoindre le lieu de notre première excursion, nous allons rouler 6 heures. Et visiblement, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Non, de l'hôtel à l'hôtel, pendant une semaine, on va faire 1750-1800 km. Des kilomètres de bitume, interrompus par des arrêts techniques. Un véritable marathon. Et dès la première pause, la guide nous donne une étrange consigne. On a 20 minutes ici, à les techniques. Messieurs, dames, aujourd'hui, il est interdit de faire des achats. Et c'est pas autorisé, tout ça. Nous baissons notre caméra, mais gardons le son ouvert. Pourquoi? Dans les magasins, dans les lieux où on s'arrête, les prix ne sont pas fixés, messieurs, dames. La guide semble nous mettre en garde contre les petits vendeurs susceptibles de nous arnaquer. Nous comprendrons plus tard que la raison de cette interdiction est tout autre. Après 20 minutes sur l'aire de bus, nous repartons.
2 heures plus tard, arrivée à Guérem, une ville troglodyte. Chapelle, canyon, cité souterraine. En moyenne, les guides conseillent d'y consacrer 2 ou 3 heures. Mais comme pour toutes les visites culturelles du séjour, nous aurons moins d'1 heure pour découvrir le site. Voilà, en cours, on n'a aucune explication, c'est un peu dommage. Quelques mots seraient les bienvenus. On n'a pas. Nous remontons une nouvelle fois dans le bus. C'est l'heure du déjeuner. Nous allons enfin goûter la gastronomie turque réputée dans le monde entier. Nous nous arrêtons en bord de route. À défaut d'un petit restaurant typique, le nôtre est situé au-dessus d'une station-service. Des hordes de touristes se ruent à l'intérieur. C'est une grosse usine à touristes au goût plus que douteux. Partons pour l'aventure de voir ce qu'on y consomme. À l'étage, une immense salle de réception impersonnelle. Ici, pas de carte, mais un buffet continental, garni de marmites géantes. Jean-Pierre, notre complice, se lance. Il est extraordinaire d'arriver ici pour manger du poulet, bon certes accommodé plus ou moins localement, avec des papillons. Local. Nous sommes les seuls membres du groupe à ne pas avoir choisi la pension complète. En haute saison, l'option équivaut à 15 € par repas. Et maintenant, je vais goûter l'espèce de mélange de yogourt et de concombre, qui normalement est quelque chose d'assez classique et bon. Je pense que la salière, même 2 salières, ont basculé dedans. On est assuré d'une chose, c'est de boire toute l'après-midi. Pour adoucir nos papilles, nous terminons avec une petite touche sucrée. Là, nous avons une espèce de gélatine rose, avec une autre, quelque chose de gluant de couleur carotte. C'est diététique, c'est que du bonheur et c'est surtout, il n'y a pas de colorant surtout. Ça fuit la bouche. Pas le temps de choisir autre chose. D'autres groupes de touristes débarquent en masse pour prendre notre place. On nous apporte très vite la note. Et comme le plat, elle est très salée. Donc ça nous fait un total de 34 € pour un buffet qui ne ressemblait pas à un buffet, mais au plat du jour de la pierre des Gargotes. Ça ici en Turquie, entre 4 et 5 € par personne. Pourtant, durant tout le séjour, nos pauses repas auront lieu dans des cantines à touristes occidentalisées. J'aime bien les vrais boulets. Le lendemain midi, la guide nous propose de nouveau une expérience gastronomique dans un restaurant de station-service. On va, on regarde les prix, après on voit si on mange là, d'accord? Avec Jean-Pierre, nous tentons d'y couper pour enfin goûter la cuisine locale. La guide n'accueille pas avec enthousiasme notre requête. Il y a un endroit qui est pas trop cher? 10 minutes à pied. C'est faisable ou pas? La même chose. Même qualité. Même qualité? Voilà. Okay. Les mêmes prix? Je ne sais pas. Ah, ok. C'est pour ça. Selon elle, les petits restaurants alentours proposeraient la même qualité de cuisine que dans les restaurants du circuit. Pourtant, à seulement 10 minutes de marche à pied de la station-service, nous découvrons une petite taverne locale. C'est quand même plus sympa que de manger dans la cave avec les touristes, de manger comme ça sur une terrasse avec vue sur la Cappadoce et sur le volcan. Nous commandons un mélange de spécialités. C'est toi ça? C'est absolument délicieux, c'est très parfumé. Des produits frais et cuisinés en abondance. La pita, donc c'est de la viande hachée, des poivrons, du persil frais, qualité de pain parfaite. Nous craignons le montant de la note. Donc là, nous venons de manger pour 30 livres turques, ce qui fait à peu près 13 € à 2. Soit moitié moins qu'un repas dans les restaurants choisis par l'agence. Nous retrouvons notre groupe
Et bien sûr notre bus. Au programme, 150 km durant lesquels la guide nous liste tous les extras proposés par l'agence pour alourdir notre budget. Ça coûte 20 € par personne. Soirée turque, par personne 30 €. Montgolfière à Cappadoce, ça coûte 150 € par personne. Nous arrivons enfin dans notre deuxième hôtel, un 4 étoiles, tout aussi austère et sans charme que le premier. C'est pas possible, c'est une catastrophe. Il est moche, il est triste, il est angoissant, il est vieillot, du formica, ça se fait plus depuis 40 ans. On va aller voir la salle de bain. Ça pourrait être dans un meilleur état, mais ça pourrait aussi être bien pire. Bon, on va dire que pour un 3, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est un 4. La nuit tombe sur la Cappadoce. Dehors, la température est douce. Les terrasses s'animent. Les petites tavernes proposent des dîners aux chandelles. Mais cette ambiance de fête, ce n'est pas pour nous. Ce soir, nous avons acheté 2 places pour la soirée Derviche Tourneur. Un spectacle destiné aux touristes dans une salle de séminaire sans fenêtre. Après 1 heure de danse et 20 secondes pour photographier les artistes, passage obligé par la boutique. Vous avez vu, vous étiez sur le point de vous endormir. Oui, ce que je dis, nous mettre devant le truc, là, ça peut pas nous passionner. Hein. Non, mais là, de toute façon, c'est truc et tout. Il est 23 h, notre car nous dépose à l'hôtel, sans possibilité de s'arrêter en ville pour finir la soirée. Le lendemain, nous espérons nous rattraper avec un bon petit déjeuner avant une nouvelle journée marathon. Alors, on a le choix entre de la pastèque et des pommes, au moins qu'on puisse dire pourries. Je te disais qu'il manquait quelque chose de bien gras encore. Donc des frites au petit-déj, bien sûr. Bon. Dans un dernier bac, une valeur sûre pour faire le plein d'énergie. Les œufs sur le plat déjà préparés, sous forme de quelque chose de caoutchouteux. Sur le buffet, uniquement des produits industriels. Cette espèce de fromage blanc dans un pauvre saladier en plastique. Pour digérer un tel festin, rien de tel que quelques kilomètres en bus. Aujourd'hui et demain, nous avons des visites un peu particulières, des coopératives de tapis, de bijoux et de cuir qui seraient partenaires de l'agence de voyage. La guide nous encourage vivement à y faire nos emplettes. Nous comprenons mieux les interdictions d'achat préalables. Messieurs, dames, aujourd'hui, il est interdit de faire des achats. Sur place, un vendeur nous prend en charge. Ici, sans doute, pour rassurer les touristes, tout le monde parle parfaitement le français. Il nous guide à travers les tisseuses à l'ouvrage. Fabriquer un tapis est un savoir-faire ancestral, long et minutieux. Mais pas d'inquiétude ici, il y en aura pour tout le monde. Ici, nous avons un stock qui dépasse les 20 000 tapis. C'est dans la région de la Cappadoce. Il y a des filles qui font un tapis par an, il y en a qui font deux par mois. 20 000 tapis, de quoi générer un joli chiffre d'affaires. Nous demandons combien aux vendeurs, décidément mal à l'aise avec les chiffres. Ici, sur place, 30 et quelques millions d'euros. Par an? C'est beaucoup quand même. Hein. La société dépasse les 200 millions d'euros dans tout le truc. Une énorme entreprise donc, mais qui continuerait à produire artisanalement. Pourtant sur place, certaines employées ne se mettent au travail qu'à notre arrivée. Une mise en scène pour touristes, selon Jean-Pierre. C'est un joli spectacle. Pourquoi? Oui, je pense que la Cappadoce n'est pas extraite de ce malheureux petit boulot avec cette pauvre dame qui a plus d'âge. D'ailleurs, regardez comme elle est à l'ouvrage, elle regarde par la fenêtre et elle va attendre la prochaine fournée de touristes. Fin de la visite, il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous sommes conduits dans une grande salle. À l'entrée, un distributeur de billets. Les ventes vont commencer. Tout est fait pour nous mettre de bonne humeur.
Mesdames, Messieurs, si vous me permettez, nous allons vous offrir les verres de bienvenue. On essaie de nous endormir, nous faisons du raki à 9h30 du matin. On nous déroule un échantillon important de tapis de toutes sortes. Les prix sont élevés et montent jusqu'à 50 000 €. Nous feignons d'être intéressés par un modèle en laine. L'ambiance change. Plus question de filmer. Pardon? Vous voulez que j'arrête de fumer? Pourquoi? Nous passons en caméra cachée. Un autre vendeur, parlant parfaitement français, nous isole alors dans une petite salle à l'écart. Prix de départ de notre tapis, 3 700 €. Mais très vite, le vendeur va nous faire une promotion. Combien? C'est 3007? 3007 à 3000, je vous laisse. L'idée, c'est pas de gagner, de faire de bénéfices. C'est de garder la tradition telle qu'elle était. C'est culture. De toute façon, les tapis, c'est notre vie, c'est notre culture. L'entreprise, aux 200 millions € de chiffre d'affaires, serait en réalité philanthrope. Elle propose même des facilités de paiement étonnantes. Si vous puissiez payer le 30% de la somme aujourd'hui comme un compte, le reste en 5 fois, 6 fois, en chèque. Donc ce qui se passe à ce moment-là... Les chèques qui sont encaissés en France, j'imagine. Non, parce que les banques françaises sont installées en Turquie. Vous pouvez encaisser les chèques français sur des comptes en Turquie. Tout à fait. Ah ouais. Et sans frais. D'accord. Donc c'est bien réglé jusqu'au bout. Nous déclinons finalement l'offre. Les vendeurs mettent fin froidement à la négociation. Au revoir, bonne vacances. C'est ton dernier... Hein? Au revoir, bonne vacances. Au revoir. Pour savoir si ce tapis vaut bien 3 000 €, nous nous échappons du groupe et partons à la recherche de petites boutiques traditionnelles. À quelques mètres de la grosse usine, nous arrivons dans un petit village. Dans la rue principale, une petite échoppe de tapis. Nous repérons un modèle en laine, de taille proche de celui de la coopérative. Nous demandons son prix à l'artisan. Regarde, pour laine aussi, 1400 livres turcs. Soit 700 €, plus de 4 fois moins que le prix négocié dans l'usine. Si vous achetez avec le groupe, vous payez plus. Attention, hein. L'homme semble remonter contre la coopérative. Et dans le village, c'est visiblement le cas de tous les artisans. Le grand magasin, c'est une arnaque. Tout le monde qui dit coopérative, mais ça n'existe pas. C'est une grande société. Ils ont contact avec l'agence de voyage. Ils disent coopérative pour vendre plus facile. Mais on dit que dans les grands magasins, oui, ils donnent une sacrée commission. Moi, comme d'habitude, ici, les gens individuels qui me visitent, on discute. Si bon prix pour moi, pour le client aussi, je le vends. Je ne donne pas commission. Selon eux, les agences de voyage auraient des accointances avec la grosse usine. Elles toucheraient des commissions pour y conduire leurs touristes. Ceci expliquerait pourquoi la guide insistait pour que nous achetions là-bas et non ailleurs. Nous retrouvons notre groupe. Avant de remonter dans le bus, nous interrogeons la guide au sujet des commissions. On va visiter trois magasins. Ils sont sponsors. Mais le système, ça marche très très bien. Tout le monde gagne dans ce système. Bien sûr. On va payer combien pour ce voyage? J'ai pas payé cher. Le prix normal, c'est 1000, 1100, 1200 €. Dans ce système, tout le monde gagne. C'est pour ça qu'on va faire 3 magasins. Et alors, du coup, l'idéal, c'est qu'on achète des trucs et du coup... Voilà. La guide nous confirme que l'usine de tapis et les autres magasins, dont les visites sont obligatoires, sponsorisent et donc financent en partie notre voyage. En échange, l'agence lui garantit des acheteurs toute l'année. Ce système expliquerait le très bas prix du séjour. Nous ne sommes qu'à la moitié de la semaine. Vous verrez que pour faire dépenser de l'argent aux touristes, les agences low cost vont beaucoup plus loin. De toutes les options de vacances bon marché, le camping reste la préférée des Français. En tente ou en mobil-home, chaque année, plus d'1 sur 3 opte pour ce mode d'hébergement, principalement en raison du bon rapport qualité-prix. Pour se démarquer et séduire une large clientèle,
Les 8700 établissements français vantent la qualité de leurs installations et activités. Une chasse aux vacanciers particulièrement féroce sur le pourtour méditerranéen, pris d'assaut l'été. Mais parfois, la réalité n'est pas vraiment conforme aux promesses. Notre enquête nous mène à un des campings de la côte, pour lequel les critiques sont nombreuses. Le prix, entre 20 et 30 € par nuit par personne. Sur le site internet, le programme est séduisant. Grande piscine pour enfants, salle de musculation, proximité de la mer. Mais surtout des mobil-homes modernes, sur des terrains arborés. On a une réservation. C'est la zone violet, donc nous on est ici. À pied, vous êtes à 5 bonnes minutes de la piscine et pareil de la plage. Il est 10 h. À notre arrivée, on nous confie les clés de l'emplacement 65. À l'extérieur, une terrasse en bois protégée par une tonnelle, dans un état lamentable. À l'intérieur, une décoration en ruine et un ménage plus qu'approximatif. Là. En prime, quelques colocataires peu bavards, mais très nombreux. L'ambiance des vacances est donnée. Notre mobil-home fait-il figure d'exception? À quelques blocs, nous rencontrons un groupe d'amis. Baptiste, Valentin, Thomas, Tom et David. Ils ont tous 18 ans. Arrivés la veille, leur séjour a lui aussi mal commencé. 133, c'est le premier bungalow où on était. Là, on est à côté de la route principale. Là, voilà. On traverse un peu le camping, donc du coup, zéro intimité. Après, il y a la bâche aussi. Ah, la bâche. Bah là, ouais, je pense qu'il est cassé. Ouais, voilà. Il est cassé. Ça tient pas, quoi. Ça tient sur la lampe. Ils nous ont dit oui, mais pour les jeunes, on donne le bas de gamme. On donne pas mieux. Alors nous, on demande pourquoi, parce que bon, voilà, maintenant qu'on est tous majeurs, je veux dire, on a tous les mêmes droits que les adultes, et ils disent non, mais on donne le bas de gamme aux jeunes, on donne jamais mieux. Ils sont finalement parvenus à être relogés dans un autre mobil-home, moins vétuste, mais pas franchement plus confortable. Viens dans la chambre parce que là, voilà la chambre, voilà, pour deux. Tu vois le lit, ben voilà, pour quelqu'un qui fait comme nous, tu vois, 1m70, 1m80. Ouais. C'est impossible de rentrer, quoi. Tu te lèves et tu vois le voisin. Enfin, regarder les fenêtres, bon. Ça, déjà, ça, c'est pas. Ça tient pas, et puis. La salle de bain est également minuscule. Pourtant, ils doivent la partager à 5, voire 6, avec la fourmilière. Alors, pour gagner du temps, ce matin, Tom et Valentin se rendent au sanitaire public. Là, on se redialogue bien. Le trou de la douche fait, on dirait un trou de toilette. Pareil, hein, c'est noir par terre. Avec les pieds, là, tu chopes des champignons, des poils d'araignée aussi. Franchement, la douche, elle donne pas confiance du tout. En fait. On n'a pas envie de se toucher dedans. Avec 650 emplacements et plus de 2000 campeurs en haute saison, nous ne trouverons pas une seule douche utilisable de tout le séjour. Juste à côté, les toilettes ne sont guère plus accueillantes. Déjà, il n'y a pas de porte. Là, il y a une porte, mais elle est trop grande, donc elle ferme pas. Elle est trop petite, donc elle ferme pas. Il y a des poubelles ici. Les gérants du camping ont abandonné le ménage et laissent les campeurs s'engouffrer dans cette spirale de la saleté. Tom et Valentin quittent les lieux, abattus. Mais à 18 ans, la bande de copains est prête à passer l'éponge sur l'état des sanitaires. Les jeunes ont choisi ce camping pour ses équipements, comme la salle de musculation. Notamment David, qui se destine à devenir prof de sport. Parce que j'ai compris, elle est gratuite, donc ça fait plaisir, quoi. Comme ça, tu te lèves, tu vas faire un peu de sport, c'est plus bien, quoi. Pour s'entretenir pendant les vacances. Sur le chemin de la salle, nous croisons une route très passante. Nous pensons nous être égarés, mais pourtant nous sommes en plein milieu du camping, qui est tout simplement coupé en deux. Là, il n'y a personne pour surveiller. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un petit qui traverse.
Une voiture qui arrive trop vite. Bon, après, il y a un truc, mais bon. Si elle va trop vite ou un scoot ou quoi, voilà, comme ça. Voilà. Tu te fais écraser. Il est 15 h. Nous arrivons dans la salle de sport. Aucun membre du personnel, mais des enfants qui jouent seuls avec le matériel. Au bout de cet haltère, des cercles de fonte de plusieurs kilos. Ici, pour eux, le danger est partout, d'autant que le matériel est dans un délabrement avancé. Ça fait peur, quoi, ça marche? Bon, ils ont fait ça quand même à l'arrache, ils ont fait des nœuds et tout. Et là, le truc, il monte pas sur la poulie. Si pendant l'exercice là-bas, elle casse, enfin, voilà, il n'y a personne pour t'assurer, donc il n'y a personne qui vérifie s'il y a des mineurs qui rentrent, si on a bien les chaussures, si on a bien les serviettes, donc il n'y a personne qui vérifie. Donc si jamais tu es tout seul dans la salle de muscu et qu'il t'arrive une connerie, bah voilà, t'es pas bien, quoi. Mais les jeunes sportifs ne sont pas prêts à abandonner leur programme. Ils partent à la recherche d'un animateur dans l'immense parc aquatique. Toboggans, bassins multiples, les 3000 m² de l'espace sont envahis par les campeurs. En caméra cachée, nous abordons un surveillant de baignade. Apparemment, il prend l'abandon de la salle de sport avec beaucoup d'humour. Il est mort, le prof de sport. Il est écrasé avec du sport. Non, il n'y a pas de prof. Non, mais elles ne vont pas vous tomber dessus, les machines. Il y en a qui en font tous les jours. Non, ça va. C'est pas du high-tech, bon, mais... C'est flippant pour les enfants qui jouent dedans, non? Les enfants, déjà, ils ne vont pas être dedans, madame. C'est marqué sur la porte. Si on ne monte pas, il est strictement interdit à 16 ans. Ils y vont quand même. Mais bon. Manque de personnel? Vous avez tout compris. Un manque de personnel qui pourrait s'avérer dramatique pour les vacanciers, mais qui visiblement est une règle dans le camping. Et les patrons, ils essayent de limiter. Voilà. Les gens, les maîtres nageurs, nous, on devrait être neufs en permanence. Ça, c'est pas, par exemple, c'est la jeunesse du sport qui l'oblige. On n'est jamais neuf. Vous êtes combien? 5 au maximum, 4 et 2 le matin. Pourtant, la sécurité de la baignade est un argument mis en avant sur le site internet du camping. Tout comme la présence d'un spa, Hammam et Sauna seraient à disposition pour un agréable moment de détente. Bonjour. Le hammam, il est ouvert? Non, il n'y a que le sauna qui peut le faire. Ça fait 3 semaines qu'on a demandé une pièce. Et vous restez ouvert de quelle heure à quelle heure ici? De 19h à 20h, 20h30. Si à 20h10, il n'y a personne, je ferme. D'accord. Je ne reste pas une demi-heure à attendre que les gens arrivent à 25. Il faut que ce soit les gens, ils soient là à 15, pour faire 15 minutes. Je ne reste pas plus longtemps. Hein? On y va? Allez, fermez vite. Hein? L'accueil est aussi froid que le hammam, hors d'usage. Les clients sont expédiés et rincés au jet avant d'être invités à sortir. On y va? Allez. 20 h dans leur mobil-home de fortune. Ce soir, avant de sortir, pour nos 5 compères, c'est l'heure du dîner et du premier bilan des vacances, plutôt amer. Y'a pas de l'eau? T'as retourné les cordons bleus? Moi, c'est dommage qu'avec David, on avait travaillé tout le mois de juin pour se payer les vacances, donc c'est vrai qu'on est un peu déçus. Voilà. Travailler à la mairie, on se levait tous les matins à 4h30 pour pouvoir se les payer. Thomas? C'est dommage. Tu peux aller me mettre? La hotte? Ouais. Y a pas de hotte, c'était une petite fenêtre du camping. Sérieux là? Putain. Comme ça, après, quand on dormira, on aura la bonne odeur des cordons bleus. Oh, délicieux. C'est déconné. Hein. Hop là. À table, les petits choux. 22 h, le camping a organisé un grand spectacle de danse. Les vacanciers sont nombreux à avoir répondu présent, laissant vides les allées de mobil-home. Selon nos informations, entre 200 et 300 vols auraient été commis l'été dernier. Nous nous rendons vers la discothèque en caméra cachée.
nous croisons un agent de la sécurité. Oui, il faut bien faire attention, il faut faire amener le mobilhome, tout le téléphone, ordinateur, il faut faire attention. Vous avez des plaintes régulières de vacanciers qui portent plainte, même si Oui, on plaint tout ça. Il y a des caméras de surveillance pourtant. Ça marche pas. Elles marchent pas? Le contrôle qui opère de partout, c'est différent. Vous n'êtes pas assez nombreux, j'imagine, dans la sécurité? À combien? À 4. À 4 pour un camping de combien de temps? 27 hectares. Tout le monde peut donc pénétrer dans le camping, y compris des dealers. À quelques mètres de l'agent et de la discothèque, nous repérons un petit groupe de jeunes. Très vite, ils nous proposent de la drogue. Là, ici, c'est le shit, tout simplement. Après, si tu veux ça, on est d'ici, voilà. On est la sécurité. La sécurité, c'est nos voisins qui ont pas passé. Ah ouais? Ils s'en foutent. Ah, ils vous laissent rentrer en Ça va faire, ça dépend entre 400 euros. Un shit. Voilà, après, nous, ici, on fait notre argent l'été. Après, voilà, c'est pour l'hiver. Un autre jeune interrompt notre conversation. Lui n'a pas de drogue à vendre, mais il est également là pour le business. C'est un téléphone qu'il nous propose. Il est volé le téléphone. Je l'ai trouvé, quoi. Moi, c'est comme si c'était volé, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai trouvé. Je sais pas à qui il appartient, mais je veux pas la rendre. L'iPhone, ça vaut de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Donc, comment je le revends. Le jeune homme a volé le téléphone le jour même dans le camping. L'agent de sécurité s'approche. Nous pensons qu'il vient mettre un terme à notre négociation, mais ses intentions sont bien différentes. Vous achetez? Non? Ouais. Bah, peut-être, ouais. Pour combien? Ah, je sais pas, ça dépend. C'est de la weed ou du shit? Et il est bon? Bon, du Maroc. Moi, je l'ai goûté. Tu pourrais nous en avoir? Ouais, ouais. Le vigile propose de nous vendre du cannabis, concurrençant les nombreux dealers du camping. Tu vends ici, tu vends dans le camping? Non, discret. Tu pourrais nous apporter un autre bungalow, genre? On passe par mois. Moi, je me déplace sur le mobile parce que ça me rend sécurité. Une livraison à domicile qui serait sécurisée par les agents du camping. Si certains vacanciers apprécient sûrement ces bonus, notre bande d'amis, elle, n'est pas venue pour ça. Et vous verrez qu'ils comptent bien faire entendre leur voix. Le désolé Martin, on va dire qu'on va rien dire, on va faire tout. Mais là, on dit amicablement, déjà c'est peut-être une bonne chose. Sud de la Turquie. Avec notre groupe, nous avons déjà parcouru plus de 1000 km en bus en 4 jours. Aujourd'hui, nous avons roulé 6 heures presque sans arrêt jusqu'à Antalya, rejoindre notre premier hôtel. Il est 21h30 lorsque nous finissons de dîner. Ce soir, aucun programme n'est prévu. Seuls les crapauds assurent le spectacle. Notre hôtel est désert. La guide a disparu. Avec Jean-Pierre, nous nous aventurons à l'extérieur pour trouver un endroit où sortir. Je cherche un endroit pour pouvoir aller boire un verre, dîner, enfin voir du monde, parce que l'hôtel est désespérément vide. On est à 75 km de la ville. Les taxis, c'est plus de 100 € pour y aller. Donc on est effectivement prisonnier de la zone et pas beaucoup de choix. Hein. Je pense que je vais devoir retourner à l'hôtel. Bon. Il n'est que 22 h, mais Jean-Pierre n'a pas d'autre choix que d'aller se coucher, désœuvré. Le lendemain, la journée est consacrée au shopping. Après les tapis, nous allons cette fois découvrir 2 autres produits typiques du pays, les bijoux et les cuirs. Mais là encore, pas dans ces petites boutiques, mais dans de grosses usines sponsors du voyagiste. Nous rejoignons une gigantesque manufacture de cuir. Là aussi, tout le monde parle un français impeccable. Mais ici, la stratégie marketing est encore plus déroutante que dans l'usine de tapis. Nous fournissons environ 70% du marché local et une vingtaine de marques en Europe. Dans certains des noms que vous voyez ici, que vous connaissez bien. L'argument phare du fabricant, il fournirait officiellement de grandes marques de luxe françaises. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur, j'ai des centaines et des
des pièces qui appartiennent à des très grandes marques en Europe. Mais vous les verrez tous avec la marque. Parce que, et non l'accord que nous avons avec eux, on peut se permettre de vendre sur place entre 5 et 10% de la production et avec nos emplois privés. En somme, nous allons pouvoir acheter des produits destinés aux marques de luxe françaises à prix usine. Pour parfaire l'image haute couture, on nous offre même un petit défilé. Le spectacle terminé, nous rejoignons un immense showroom de plus de 5000 m². 25 000 produits seraient exposés. Pour nous guider dans ce supermarché géant, de très nombreux vendeurs nous suivent en permanence. Là, c'est la marque Karl Lagerfeld, mais c'est la marque. Mais d'accord. Voilà, c'est. Mais c'est les mêmes modèles que. C'est les modèles que nous leur fabriquons. Ah d'accord. C'est quelle collection? C'est quelle collection? C'est il y a longtemps? C'est mélangé. Il y a des nouveaux, il y a des. Et oui, bien sûr, il y a des anciens. Ouais. Une femme de notre groupe est tentée par une veste en cuir bordeaux. 1600 quelque chose. Plus comment ça a l'air. Ah. 1600. Pour la ferrer, le vendeur va immédiatement lui faire une offre. 950. Ah, vous faites déjà une réduc 950 pour ce produit-là. Bon, ben là, je ne sais plus parce que... Une belle remise, mais qui correspond toujours à plus de 3 fois le prix de notre séjour. Des sommes qui pourraient décourager les touristes. Pourtant, ils sont apparemment nombreux à avoir bu les paroles du fabricant et s'être approprié son discours commercial. C'est la marque Hugo Boss. Ouais. Il est écrit sur l'étiquette? Non, c'est pas écrit sur l'étiquette, c'est fabriqué. C'est ça Hermès, les Besace Hermès. Ouais. Ils sont très difficiles à trouver en France. Oui. Ils valent 2000 €. Ouais. Et c'est eux qui les fabriquent pour Hermès. Ils ont 10% de fabrication qu'ils ont le droit d'écouler. Et ils les mettent sous la marque. Veste, sac à main. Ce jour-là, plus de la moitié des membres de notre groupe va céder à la tentation. Dans notre hôtel, le hall est envahi des sacs du fabricant. Contiennent-ils vraiment des modèles des marques de luxe françaises? Pour le savoir, nous appelons quelques-unes de ces grandes enseignes. Bonjour. Maison Chanel, bonjour. Lagerfeld, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien au service de presse d'Hermès. Leurs réponses sont sans ambiguïté. Ah oui, alors ça m'étonnerait fort. On n'a pas de fournisseur en Turquie. Ça me surprend. Je vous dis, d'une part, on n'a pas de production de prêt-à-porter de cuir en Turquie. Je pense à 99,9% que ce sont des contrefaçons. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous allez les appeler? Les appeler, ça sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est aller sur place et entamer des poursuites ou pas. Plus tard, nous nous rendons dans une usine de bijoux. La visite se déroule exactement comme celle des tapis. Présentation du savoir-faire par des artisans a priori factices. Puis verre de bienvenue, malgré l'heure matinale, avant d'accéder à une salle gigantesque où s'effectuent les ventes. Là, un grand choix de produits hors de prix, très vite bradés. Un article qui coûte 7 000, je peux vous donner à 2 500. Pourtant, comme pour les tapis, aux alentours, de nombreuses boutiques vendent des bijoux similaires, beaucoup moins chers. Notre séjour touche à sa fin. Au total, nous avons visité 3 magasins sponsors de l'agence de voyage. Tous pratiquent des prix exorbitants quand ils ne mentent pas ouvertement. Ces semaines low cost peuvent donc coûter très cher. Or, souvent, aucun recours n'est possible contre les agences de voyage, car leur système est très bien verrouillé. Sur le site internet de l'entreprise de bijoux que nous avons visité, nous avons en effet découvert que la société possédait également l'usine de tapis, mais aussi l'agence de voyage organisatrice. « 9 h du matin, le camping d'Agde se réveille doucement. Dans une allée, nous retrouvons Thomas, Valentin, Tom et Baptiste. Matériel défectueux, voire dangereux, mobil-home insalubre, sanitaire abject,
Le groupe d'amis, ici depuis 3 jours, compte bien tout faire pour enjoliver la semaine et demie de vacances qui lui reste. On va poser une plainte à l'accueil pour demander si c'était normal de ne pas avoir ce qu'on attendait. Les conditions dans lesquelles on était. On s'attendait vraiment à quelque chose de super. Enfin, on s'était dit que ces vacances, on payait beaucoup. Mais comment on serait tranquille, on aurait tout ce qu'on veut et tout. Là, Pour 2 semaines, ils ont payé 2000 € à 5. Nous les équipons d'une caméra cachée. Ils espèrent obtenir un dédommagement. Ils ne vont pas être déçus. Excusez-moi, est-ce que je pourrais parler à monsieur ou à un responsable? C'est pourquoi? C'est pour en gros se plaindre, on va dire. On attendait, on a beaucoup de trucs à dire en fait. Franchement, votre discours ne m'intéresse pas. Ah voilà, vous poussez les choses un peu trop loin. On voit les images sur le site internet, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais non, il faut pas dire ça. On peut pas voir quelqu'un. Mais vous avez le directeur en face de vous, messieurs. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Le réseau ne marche pas, on va dire qu'on va rien dire, on va faire tout. Mais déjà, vous conduisez amicablement, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, Voilà, écoutez, on va arrêter la discussion ici. Vous pliez, vous quittez là, ce soir ou demain matin, et on vous remboursera 1000 €. Hein 1000 €, s'il vous plaît. On verra votre mail. Le directeur quitte la réception sans proposer le moindre dédommagement au groupe. Et bon, apparemment, il a dit que le problème il venait de nous, qu'on n'arrêtait pas de se plaindre. Et après, il n'a pas voulu trop nous écouter non plus. Donc le problème, c'est que dès qu'on a évoqué les sujets un peu qui fâchent, il nous a dit bon ben alors vous partez samedi, je vous rembourse la fin du camping. Donc bon, là, on est un peu énervé. C'est la haute saison. Tous les établissements de la côte sont complets. Les 5 copains ne trouveront pas d'autres logements, mais ils ont trouvé une solution pour embellir leur journée, les passer en dehors du camping. Profiter de l'eau, on peut être à 23-24. On va profiter quand même. Hein. Ouais, voilà, on va profiter, on est en vacances. Mais bon,